Chapitre 9. Une fois de plus, Martin Eden revint en Californie, cette fois enflammé par un désir d'amant. Sa provision d'argent épuisée, il s'était embarqué comme matelot de pont sur le schooner chercheur de trésors. Aux îles Salomon, après 8 mois de recherches vaines, l'expédition s'était dissoute. L'équipage avait été licencié en Australie et Martin avait immédiatement repris passage sur un paquebot à destination de San Francisco. Ces 8 mois lui avaient rapporté non seulement de quoi rester de longs mois à terre, mais encore de quoi lire et étudier beaucoup. Il avait le goût très vif de l'étude, une grande facilité, une volonté indomptable et, dominant tout, l'amour de route comme but. Il avait travaillé la grammaire qu'il avait emportée jusqu'à ce que son cerveau l'ait possédé à fond. Le langage incorrect dont se servaient ses compagnons le choquait à présent et il s'amusait mentalement à corriger leur barbarisme. À sa grande joie, il découvrit que son oreille s'éduquait et qu'il acquérait le sens de la grammaire. Il avait potassé le dictionnaire et ajouté 20 mots par jour à son vocabulaire. Ce fut une tâche difficile. À la barre ou en vigie, il se forçait à repasser indéfiniment des prononciations et des définitions. Il les répétait en s'endormant pour s'habituer à parler le langage de route. Un jour, à sa grande surprise, il remarqua qu'il commençait à parler un anglais plus correct, plus pur que les officiers eux-mêmes et que ces espèces de gentlemen aventuriers qui avaient organisé l'expédition. Le capitaine, un Norvégien aux yeux de poisson, possédait, Dieu sait par quel hasard, un Shakespeare qu'il ne lisait jamais, et Martin, pour obtenir la permission de lire les précieux volumes, lui lava son linge. Cette lecture éduquait son oreille et lui faisait apprécier un anglais supérieur. En revanche, il emmaganisa beaucoup de termes archaïques et démodés. Ces 8 mois avaient été bien employés en somme. En dehors de ce qu'il avait étudié, il avait appris bien des choses sur lui-même. Avec le sentiment de son ignorance, grandissait en lui le sentiment de sa puissance. Il sentait une grande différence entre ses camarades de bord et lui, et il était cependant assez sage pour reconnaître que cette différence consistait en possibilités plutôt qu'en faits. Ce qu'il faisait, ils auraient pu le faire. Mais au fond de lui-même, l'obscur levain qui fermentait lui faisait pressentir qu'il y avait en lui davantage et mieux. L'adorable splendeur du monde le transportait, et il souhaitait ardemment la partager avec Ruth. Il décida de lui décrire tout ce qu'il pourrait des beautés des mers du Sud. À cette idée, l'esprit créateur qui était en lui s'éveilla et lui suggéra de recréer ces beautés pour un public plus nombreux. Alors, dans une auréole de splendeur et de gloire, naquit la grande idée. Il écrirait. Il serait un de ces êtres privilégiés à travers lesquels le monde entier voit, entend et sent. Il écrirait quoi? De tout, des vers et de la prose, des romans et des pièces comme Shakespeare. Voilà quelle était sa carrière véritable et le chemin vers la conquête de Ruth. Les littérateurs étaient les conquérants du monde et il les trouvait autrement plus admirables que tous les butlers qui gagnaient $30,000 par an et pourraient être juges à la Cour suprême s'ils le voulaient. Une fois qu'il eut cette idée dans la tête, elle le posséda entièrement et ce voyage de retour à San Francisco se fit comme dans un rêve. Il était ivre de force inconsciente et enchaîné. Et voilà qu'un jour, sur la vaste mer déserte, le sens de la perspective naquit en lui. Pour la première fois, nettement, il vit Ruth et son milieu concrétisés comme une chose qu'on peut saisir entre ses mains, tourner et retourner à loisir. Il y avait certes bien des points vagues, nébuleux dans sa vision de ce monde, mais il n'entrevoyait que l'ensemble, non les détails, et il voyait aussi le moyen de le posséder. Écrire. Cette pensée le brûlait. Il commencerait aussitôt rentré. La première chose qu'il ferait serait de décrire le voyage des chercheurs de trésors. Et il apporterait cela à un journal de San Francisco sans rien dire à Ruth, qui serait bien surprise et contente quand elle verrait son nom imprimé. Tout en écrivant,
il continuerait d'étudier. Les jours n'avaient-ils pas 24 heures? Il était invincible. Il savait comment on travaille, et les citadelles les plus imprenables tomberaient devant lui. Il ne prendrait plus la mer, comme matelot du moins. Un instant, il eut même la vision d'un yacht. Bien entendu, se disait-il prudemment, il ne réussirait pas tout de suite, et pendant quelque temps, il devrait se contenter de gagner assez d'argent avec sa littérature pour pouvoir continuer ses études. Puis, après un temps indéterminé, très indéterminé, une fois bien préparé, il écrirait un grand ouvrage et son nom serait célèbre. Mais ce n'était rien encore. Au-dessus de tout ce triomphe, il y avait ceci. Il se serait montré digne de Route. La gloire, c'était bien, mais Route, c'était la réalisation d'un rêve divin. Il n'était pas un arriviste, mais l'amant fou d'amour, tout simplement. Une fois à Auckland, avec une paix rondelette dans sa poche, il reprit la vieille chambre chez Bernard Higginbotham et se mit au travail sans même faire savoir son retour à Route. Il irait la voir une fois son article sur les chercheurs de trésors terminé. L'excitation violente produite par la fièvre créatrice l'empêcherait de trouver trop dure son abstention volontaire. D'ailleurs, le sujet même qui traitait la lui rendrait moins lointaine. Ne sachant trop quelle longueur lui donner, il se basa sur un article de 2 pages dans le supplément du San Francisco Examiner, dont il compta les mots. Au bout de 3 jours de travail forcené, ce fut fini. Mais après l'avoir soigneusement copié, d'une large écriture facile à lire, il vit dans un livre de rhétorique trouvé à la bibliothèque qu'il existait certaines choses appelées paragraphes et renvois. Il recommença donc son travail avec l'aide du livre de rhétorique et en un jour en apprit davantage sur la composition qu'un écolier moyen en un an. Après avoir recopié son article une seconde fois et l'avoir précieusement roulé, il eut dans un journal une notice de conseil aux débutants qui prescrivait que les manuscrits ne devaient jamais être roulés ni écrits sur les 2 côtés de la feuille. Il avait donc doublement violé la loi. Cette notice lui apprit également que les articles de premier ordre se payaient au minimum $10 la colonne. Il se consola, en recopiant son manuscrit pour la 3e fois, à la pensée de toucher 10 fois $10, soit $100, et estima que c'était une meilleure affaire que la navigation. Sans ces erreurs, son article aurait été fini en 3 jours. $100 en 3 jours. Sur mer, il y aurait fallu 3 mois et davantage pour gagner autant. Comme c'est idiot d'être marin quand on peut être littérateur, conclut-il. Pourtant, il ne tenait pas à l'argent pour l'argent, mais pour l'indépendance qu'il donne, pour les vêtements présentables qu'on peut acheter avec, pour ce qui pourrait enfin le rapprocher, le plus vite possible, de la frêle et pâle jeune fille qui lui avait révélé le sens de la vie et l'avait inspiré. Il mit le manuscrit dans une grande enveloppe et l'adressa au rédacteur du San Francisco Examiner. Il s'imaginait que tout ce qui était accepté par un journal était immédiatement publié, de sorte qu'ayant envoyé le manuscrit le vendredi, il s'attendit à le voir paraître le dimanche suivant. Ce serait magnifique d'apprendre de cette manière son retour à Route. Le dimanche après-midi, il irait la voir. Il avait aussi une autre idée, une idée particulièrement morale, prudente et modeste. Il s'en flattait. Il allait écrire une histoire d'aventure pour petits garçons et l'envoyer au Youth Companion. Les histoires en feuilleton y étaient habituellement publiées en 5 parties, de 3000 mots environ chacune. Quelques histoires en avaient 7, et il décida d'en écrire une de la même longueur. Il avait fait sur un baleinier un voyage antarctique quelques années auparavant, voyage qui devait durer 3 ans et qui s'était terminé par un naufrage au bout de 6 mois. Bien qu'il eût une imagination pleine de fantaisie, quelquefois même de fantastique, son amour fondamental de la vérité le poussait à décrire les choses qu'il avait vues. Il connaissait la pêche à la baleine, et avec son expérience personnelle comme base, il se mit à raconter l'histoire fictive de 2 petits garçons.
Un ouvrage facile, se dit-il le samedi soir. Le soir même, il avait fini la première partie de 3000 mots au grand amusement de Jim et sous les sarcasmes de M. Higginbotham, qui se moqua durant tout le repas du scribouillard qu'on avait découvert dans la famille. Martin se contenta de se représenter la surprise de son beau-frère quand, dimanche matin, en ouvrant l'examinaire, il verrait l'article sur les chercheurs de trésors. De bonne heure ce jour-là, il était sur le seuil de la porte d'entrée, parcourant nerveusement les nombreuses feuilles du journal. Il recommença une seconde fois très soigneusement, puis le replia et le laissa là où il avait trouvé. Heureusement qu'il n'avait parlé à personne de cet article. En y réfléchissant, il conclut qu'il s'était trompé. Dans les publications, les choses vont moins vite qu'il ne le pensait. D'ailleurs, son article n'était peut-être pas d'une actualité pressante et très probablement l'éditeur lui écrirait avant de l'insérer. Après le petit déjeuner, il travailla son autre histoire. Les phrases coulaient de sa plume, bien qu'il s'interrompît souvent pour consulter le dictionnaire ou son livre de rhétorique. Il en relisait même des chapitres entiers et se consolait en pensant que, s'il n'écrivait pas les grandes choses qu'il sentait en lui, il apprenait en tout cas la composition et s'entraînait à former des images, à exprimer des pensées. Il travailla jusqu'à la nuit, puis s'en fut à la salle de lecture, compulsé des magazines et des revues jusqu'à la fermeture. Tel fut son programme pendant une semaine. Chaque jour, il écrivait ses 3000 mots et chaque soir, il piochait les magazines, prenant des notes sur des nouvelles, des articles, des poèmes. Il y avait une chose certaine, ce que cette multitude d'écrivains faisaient, il pouvait le faire, si on lui laissait le temps, il ferait même mieux. Il fut ravi de voir à « Livre nouveau » dans un paragraphe sur le paiement des écrivains de magazines, non pas que l'on payait à Rudyard Kipling $1 le mot, mais que le minimum payé par les magazines les plus cotés était de 2 cents le mot. Le Youth's Companion était certainement des mieux cotés. Dans tous les cas, d'ailleurs, les 3000 mots qu'il avait écrits ce jour-là lui rapporteraient $60, 2 mois de paix sur mer. Le jeudi soir, l'histoire en 7 parties fut terminée. Elle avait 21 000 mots. Il calcula qu'à 2 cents le mot, il toucherait $420, ce qui ne faisait pas une mauvaise semaine. Jamais il n'aurait eu tant d'argent à la fois. Comment le dépenser? Il avait découvert une mine d'or en apparence inépuisable. Il projeta de s'acheter plusieurs complets, de s'abonner à quelques magazines et d'acheter une quantité de catalogues qu'il était forcé jusqu'alors d'aller consulter à la bibliothèque. Malgré ces folles dépenses, les $420 étaient à peine entamés. Il y réfléchit sérieusement et enfin l'idée lui vint de payer une servante à Gertrude et une bicyclette à Marianne. Le volumineux manuscrit fut expédié au Youth's Companion et le samedi après-midi, après avoir élaboré le plan d'un article sur la pêche des perles, il alla voir Ruth, non sans lui avoir préalablement téléphoné. Elle vint le recevoir à la porte. De même qu'alors, la fraîche bouffée de saine vitalité qui émanait de lui la pénétra délicieusement. Il lui parut qu'un liquide brûlant s'infiltrait dans ses veines et faisait vibrer ses nerfs comme des cordes tendues. Il rougit violemment quand ils se serrèrent la main et qu'il rencontra son regard bleu. Mais le hâle tout frais de ces 8 mois de soleil cacha sa rougeur, bien qu'il fût impuissant à dissimuler la barre rouge produite par le col sur son cou. Elle s'amusa de ce dernier détail, puis, continuant son examen, s'étonna. Ses vêtements lui allaient vraiment bien, faits sur mesure pour la première fois, et le faisaient paraître plus mince et plus dégagé. Sa casquette était remplacée par un feutre mou. Elle le pria de le remettre pour juger de son allure générale, puis elle le complimenta. Elle ne se rappelait pas avoir été si contente. Ce changement était son œuvre. Elle en était fière et de plus en plus désireuse de lui être utile. Mais ce dont elle s'émerveilla,
ce fut de son progrès dans sa façon de parler. Là, le changement était radical. Il parlait non seulement correctement, mais avec plus d'aisance en choisissant ses mots, excepté quand il s'animait trop. Il retombait alors dans ses anciennes habitudes. Parfois aussi, en essayant des mots nouveaux, il hésitait, gêné. D'autre part, il déployait une légèreté, un esprit qui l'enchantèrent. Cet humour, cette ironie légère l'avait rendu populaire parmi ses camarades d'autrefois. Mais jusqu'à ce jour, il n'avait pu s'en servir avec elle, par manque de mots appropriés et par timidité. Il commençait à présent à s'orienter et à se sentir à l'aise. Il se lançait, entraînant route dans la fantaisie et la gaieté, sans oser la dépasser. Il lui raconta ce qu'il avait fait, lui parla de ses projets d'avenir et de ses études. Mais là, il fut désappointé. Elle ne parut guère approuver ses vues. « Vous comprenez, dit-elle franchement, écrire est un métier comme le reste. Je n'y connais rien, bien entendu, mais je l'ai entendu dire. Pour devenir forgeron, il faut travailler 3 ans ou même 5. Et comme les écrivains sont bien mieux payés que les forgerons, il doit y avoir bien plus de gens encore qui aimeraient écrire, qui essaient d'écrire. Mais pourquoi ne serais-je pas spécialement doué pour écrire ? Insista-t-il, secrètement ravi de la tournure de phrases raffinées qu'il avait employée, son imagination vive lui représentant en arrière-plan des scènes de sa vie passée, grossière, rude, crue et bestiale. En un éclair, des visions défilent et disparaissent sans interrompre la conversation, ni le calme enchaînant de ses pensées. Il se voit, assis à côté de cette belle et douce jeune fille, causant en un anglais de bon ton dans une pièce pleine de livres et de tableaux, cossus et raffinés. Et à travers un brouillard flottant que transpercent les rayons d'une lumière rouge, il se voit dans un bar avec des cow-boys qui boivent du whisky. Comme eux, il jure et dit des obscénités, sous la lampe à huile fumeuse, tandis que sur la table on bat les cartes, au milieu du bruit des verres brisés, dans l'atmosphère lourde de fumée et d'haleine avinée. Il se voit sur le gaillard d'avant de la Susquehanna, nu jusqu'à la ceinture, les poings serrés, le jour de sa grande rencontre avec le rouquin de Liverpool, et il se voit sur le pont sanglant du John Rogers, le jour de la mutinerie, une triste matinée grise. Le vieux maître s'agrippait à la coupée dans les affres de la mort, le capitaine, revolver au poing, abattait les hommes aux faces de brutes qui tombaient en hurlant des blasphèmes. Il vit tout cela, puis se retrouva dans la douce clarté du grand salon, causant avec Ruth parmi des livres et des tableaux, non loin du piano à queue qu'elle ouvrirait tout à l'heure. Et il entendit l'écho de sa propre voix dire en termes choisis « Mais pourquoi ne serais-je pas spécialement doué pour écrire ?» « Un forgeron aussi peut être doué pour son métier, dit-elle en riant, mais je n'ai jamais entendu dire qu'il puisse se passer d'apprentissage. »« Que me conseillez-vous » demanda-t-il. « N'oubliez pas que je sens en moi cette capacité d'écrire. Je suis incapable de l'expliquer exactement, je sais seulement que je l'ai. »« Il vous faut une éducation complète, » répondit-elle, « que vous vous destiniez ou non à la littérature. Peu importe le choix de votre carrière, il vous faut cette éducation, et il faut qu'elle soit faite à fond et sérieusement. Vous devriez aller à l'école supérieure. »« Oui, » fit-il, mais elle interrompit pour ajouter. « Bien entendu, vous pourriez continuer à écrire aussi. »« Il le faudra bien, » dit-il d'un ton acerbe. « Pourquoi ?» Elle le regarda, gentiment perplexe, car elle n'aimait guère l'obstination qu'il mettait à soutenir son idée. « Parce que si je n'écrivais pas, il n'y aurait pas d'université. Il faut que je vive, que j'achète des livres et des vêtements, vous comprenez ? » « J'avais oublié, » dit-elle en riant. « Pourquoi n'êtes-vous pas né avec des rentes ? » « Je préfère avoir une bonne santé et de l'imagination, » répondit-il. « Pour des rentes, je m'en contrefous. Je peux me tirer d'affaire sans elles. Tandis que pour le reste, il faillit dire « Je n'arriverai jamais à vous », mais corrigea sa phrase « Je n'arriverai jamais à rien. » Ne dites pas « Je m'en contrefous »,
s'écria-t-elle avec pétulance. C'est de l'argot, c'est horrible. Il rougit, balbutia. C'est vrai, je voudrais que vous me corrigiez chaque fois. Je veux bien, dit-elle en hésitant. Vous êtes un type si bien que je vous désire parfait. Il fut alors une cire molle entre ses mains, aussi impatient d'être modelé par elle, qu'elle-même était désireuse de le former à l'image de son idéal masculin. Quand elle lui fit remarquer qu'il fallait se presser, les examens d'entrée à l'école supérieure commençant le lundi suivant, il se déclara prêt à les affronter. Puis elle joua et chanta pour lui, tandis qu'il la buvait des yeux. Il s'enivrait de sa beauté et s'étonnait de ce qu'il n'y ait pas autour d'elle une foule d'admirateurs à l'écouter et à la désirer, comme il écoutait et la désirait. Chapitre 10. On le retint à dîner ce soir-là, et, à la grande satisfaction de Ruth, il fit bonne impression à son père. On parla de la carrière de marin, sujet que Martin possédait sur le bout du doigt. Et M. Morse déclara ensuite qu'il lui semblait être un jeune homme de beaucoup de bon sens. Dans son désir de parler correctement, Martin était forcé de parler lentement, ce qui lui permit de mieux exprimer sa pensée. Il se sentait plus à l'aise que lors du premier dîner, un an auparavant. Sa modestie et sa réserve plurent à Madame Morse, qui ne fut pas sans remarquer ses progrès évidents. « C'est la première fois que Ruth remarque un homme, » dit-elle à son mari. « Elle est toujours si indifférente en ce qui concerne les hommes, que ça m'ennuyait beaucoup. » Monsieur Morse dévisagea sa femme avec curiosité. « Tu as l'intention de te servir de ce jeune matelot pour la réveiller ?» lui demanda-t-il. « Je veux faire, en tout cas, mon possible pour qu'elle ne meure pas vieille fille. Si ce jeune Éden peut éveiller son intérêt pour l'humanité en général, tant mieux. »« Parfaitement, » répliqua M. Morse. « Mais supposons, car il faut quelquefois supposer l'impossible, ma chère, supposons qu'il éveille en elle un intérêt par trop particulier. »« Impossible, » dit Madame Morse en riant. « D'abord, elle a 3 ans de plus que lui, et puis... Non, c'est impossible. Rien de pareil n'arrivera. Fie-toi à moi. » Pendant que le rôle de Martin se précisait ainsi, il méditait, entraîné par Arthur et Norman, une excentricité. Ils avaient arrangé une promenade à bicyclette pour le dimanche matin, projet qui n'intéressa Martin que lorsqu'il apprit que Ruth devait en être aussi. Il ne savait pas monter à bicyclette, et d'ailleurs n'en avait pas. Mais, puisque Ruth montait, il n'avait qu'à apprendre, se dit-il. En rentrant donc, il se rendit dans un magasin de cycles et en acheta une de $40. Un mois de paie durement gagné. Cette dépense réduisait singulièrement ses économies. Mais il réfléchit qu'en ajoutant aux $100 qu'il toucherait de l'examinaire, les 2000 que lui devait le Youth Companion, tout s'arrangerait. Il traita avec la même indifférence le fait d'abîmer complètement son nouveau complet, en essayant de rentrer en bicyclette ce soir-là. En arrivant au magasin de M. Higginbotham, il commanda, par téléphone, un nouveau complet au tailleur. Puis, le long de l'escalier étroit, aussi vertical que l'échelle de secours qui occupait un côté de la maison, il hissa la bicyclette et découvrit qu'en écartant le lit du mur, il y avait juste assez de place, dans la petite chambre, pour lui et son vélo. Il avait eu l'intention de consacrer tout le dimanche à la préparation du fameux examen, mais l'article sur les pêcheurs de perles l'entraîna et il passa la journée à recréer fiévreusement les belles images qui le hantaient. Le fait que l'examineur de ce jour-là avait oublié de publier son article sur les chercheurs de trésors ne l'affectait nullement. Il planait bien trop haut pour cela. Comme il avait fait la sourde oreille à tous les appels, il se passa du lourd dîner dominical dont M. Higginbotham gratifiait invariablement sa famille. Pour M. Higginbotham, ce dîner représentait la marque extérieure de sa situation sociale et de sa prospérité. Il le fêtait donc par des platitudes sur les institutions américaines, sur la reconnaissance que l'on doit à ces institutions qui permettent à tout honnête travailleur de s'élever, et dans ce cas, s'élever signifiait, ainsi qu'il le remarquait infailliblement, de garçons épiciers devenir propriétaires des denrées alimentaires Higginbotham.
Martin Eden, ce lundi matin, salua d'un soupir les pêcheurs de perles, non terminés, et prit le tram pour Auckland et le collège. Et, lorsque quelques jours après, il vint savoir le résultat de ses examens, il apprit qu'il avait été mauvais en tout, excepté en grammaire. « Votre grammaire est excellente, » lui dit le professeur Hilton en le dévisageant à travers ses grosses lunettes. « Mais vous ignorez tout, absolument tout, des autres branches et votre histoire des États-Unis est abominable. Il n'y a pas d'autre mot, abominable. Je vous conseillerais… » Le professeur Hilton s'arrêta, l'observant toujours, aussi hostile et incompréhensible qu'une de ses éprouvettes. Il était professeur de physique à l'université, possédait une nombreuse famille, un maigre salaire et un fonds choisi de sciences appris à la façon des perroquets. « Oui, monsieur, » dit humblement Martin, qui regrettait beaucoup de ne pas avoir en face de lui l'homme au pupitre de la bibliothèque, à la place du professeur Hilton. « Je vous conseillerais donc de retourner à l'école pendant 2 ans au moins. Au revoir. » Martin ne fut pas autrement affecté par cet échec et s'étonna de l'air vexé de Ruth quand il lui rapporta le conseil du professeur. Son désappointement était si flagrant qu'il fut peiné d'avoir échoué, à cause d'elle surtout. « Vous voyez, dit-elle, j'avais raison. Vous en savez beaucoup plus que tous les étudiants qui y entrent au lycée, et pourtant, vous échouez aux examens parce que votre éducation est partielle, superficielle. Vous manquez de la discipline de l'étude, que seul peut vous donner les professeurs expérimentés. Vous avez besoin de bases solides. Le professeur Hilton a raison, et si j'étais à votre place, j'irais à l'école du soir. 1 an et demi vous suffirait. D'autre part, ça vous laisserait le temps d'écrire, ou bien, si vous ne pouvez pas gagner votre vie avec votre plume, vous pourriez vous trouver une situation. Mais si mes journées sont prises par un travail et mes soirées par l'école, quand vous verrai-je ? Se dit Martin, mais il ne formula pas sa pensée et se borna à dire « Ça me paraît si enfantin d'aller à l'école du soir. Ça me serait encore égal si je pensais que ça servira à quelque chose, mais je ne le crois pas. Je peux travailler plus vite qu'ils ne peuvent m'enseigner. Ce serait une perte de temps. » Il pensa à son désir d'elle. « Et je ne veux pas perdre de temps. Je n'ai pas de temps à perdre. » Il y a tant de choses nécessaires. Elle le regardait gentiment, et il sentait qu'il était une brute de lui résister. La physique et la chimie, impossible d'en faire, sans études de laboratoire et sans guide. L'algèbre et la géométrie vous décourageront. Il faut des professeurs expérimentés, des spécialistes dans l'art d'enseigner. Il resta un moment silencieux, en cherchant la façon la moins vaniteuse de s'exprimer. « Je vous en prie, ne me croyez pas vantard, fit-il enfin, je ne sais pas m'exprimer, mais j'ai le sentiment d'être ce que j'appellerais instinctivement scientifique. Je sais étudier tout seul, naturellement, comme un canard sait nager. Vous voyez les progrès que j'ai réalisés en grammaire, et j'ai appris bien d'autres choses, vous ne vous en doutez pas, et ce n'est que le début. Attendez que je me mette en train. À présent seulement je commence à voir clair, à piger. » « À piger ?» interrompit-elle en appuyant malicieusement. « À savoir de quoi il retourne, se hâta d'expliquer Martin. »« Cela ne veut rien dire, en langage correct, fit-il encore. » Il pataugea davantage. « Je veux dire que je commence à voir la manière d'accoster. » Par pitié, elle n'insista pas et il continua. « La science me fait l'effet d'un bureau de renseignement. Chaque fois que je vais à la bibliothèque, j'ai la même impression. Le rôle des professeurs est de donner des renseignements aux écoliers d'une façon systématique. Ce sont des guides, voilà tout. Ils ne donnent rien d'eux-mêmes, ils ne créent rien. Tout est contenu au bureau de renseignement et ils ne font que désigner aux clients ce dont ils ont besoin pour les empêcher d'errer indéfiniment. Mais moi, je ne me perds pas facilement. J'ai la bosse de l'orientation. Je sais toujours où j'en suis, spa. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Ne dites pas spa. Vous avez raison, dit-il avec reconnaissance. N'est-ce pas? Alors, spa, pardon, n'est-ce pas? Où en étais-je? Ah oui, au bureau de renseignement. Eh bien, il y a des mecs, des gens, corrigea-t-elle.
Des gens qui ont besoin de guides, presque tout le monde. Mais je crois que je peux, moi, m'en passer. J'ai passé un temps infini au bureau de renseignement et je commence à m'y reconnaître, à savoir ce que je veux trouver, quel rivage je veux explorer. Et de la façon dont je m'y prends, je naviguerai bien mieux tout seul. La marche d'une escadre se règle d'après la vitesse du bateau le plus lent, vous le savez. Pour l'enseignement, c'est la même chose. Les professeurs ne peuvent aller plus vite que la moyenne de leurs écoliers, et mon pas serait plus rapide que celui de la classe tout entière. Qui veut voyager vite, doit voyager seul, cita Ruth. Il eut envie de répondre. Avec vous, je voyagerai encore plus vite. Car il voyait apparaître la vision d'un monde d'infinie clarté qu'il parcourait avec elle dans ses bras, ses cheveux d'or pâle caressant ses joues. Bon Dieu, combien était pitoyable cette impuissance d'exprimer ce qu'il ressentait. Un désir lancinant le poignait de pouvoir lui décrire des visions qui flamboyaient dans son cerveau. Ah, maintenant il comprenait. Il avait la clé du mystère. Voilà ce que réalisaient les grands écrivains, les grands poètes. Voilà pourquoi c'étaient des titans. Ils savaient exprimer leurs pensées, leurs rêves et leurs sentiments. Souvent, endormis au soleil, les chiens gémissent, aboient, mais ils sont incapables de dire ce qui les fait gémir ou aboyer. Voilà ce qu'il était, un chien endormi au soleil. Des visions nobles et magnifiques lui apparaissaient, et il ne savait que gémir et aboyer vers Ruth. Mais il ne dormirait plus au soleil. Debout, les yeux grands ouverts, il lutterait, travaillerait, souffrirait, en attendant le jour où, la langue déliée et les yeux dessillés, il saurait lui faire partager ses richesses cérébrales. Pourquoi ne trouverait-il pas, comme tant d'autres, la façon de dominer les mots, de les assembler de façon à leur donner une signification personnelle? L'apparition du mystère le remua profondément et, de nouveau la vision des grands espaces étoilés l'emporta très loin. Tout à coup, frappé par le silence, il vit Ruth qui le regardait d'un air amusé. « Une vision m'est apparue, dit-il, et le son de sa propre voix le fit sursauter. D'où venaient ces mots, expression adéquate de l'interruption que son rêve avait fait subir à la conversation? Quel était ce miracle? Jamais encore il n'avait su exprimer aussi nettement une pensée élevée. Il est vrai qu'il n'avait jamais essayé, mais Swinburne, Tennyson, Kipling et tous les autres poètes l'avaient fait. Soudain, ces pêcheurs de perles lui revinrent à l'esprit. Il ne s'était pas encore lancé dans les grandes choses. Il pourrait se servir du sentiment de la beauté qui le brûlait. Mais une fois fini, cet article serait différent. La grandeur du sujet le frappait tout à coup. Il se demanda audacieusement pourquoi il n'essaierait pas de célébrer cette beauté en vers. Et pourquoi ne chanterait-il pas les délices infinies et l'enchantement de son amour pour Ruth? Tant de poètes avaient célébré l'amour. Il le ferait aussi, nom de Dieu. À son oreille stupéfaite, il entendit cette exclamation retentir, nette et sonore. Entraîné par son enthousiasme, il avait pensé tout haut. Le sang afflua à son visage, en bouffées si violentes qu'elles en teintèrent même le hâle bronzé jusqu'à la racine des cheveux. « Je vous demande pardon, bégaya-t-il, je pensais. »« Vous paraissiez prier, dit-elle bravement, mais dans son fort intérieur, elle était profondément choquée. C'était la première fois qu'un homme de sa connaissance jurait devant elle, et cela la froissait. Non seulement dans ses principes et son éducation, mais dans son esprit, car ce souffle brutal de la vie pouvait en effet offusquer une jeune fille que l'existence avait jusqu'ici épargnée. Mais elle excusa et s'étonna de sa facilité à le faire. Il n'avait pas eu la chance de naître comme tant d'autres, il faisait tout son possible, et il progressait si vite. Elle ne se figurait pas qu'elle pût avoir d'autres raisons d'être si bien disposée à son égard. De la tendresse qui la penchait vers lui, elle ne se doutait pas. Comment aurait-elle pu s'en douter? La sérénité de 24 ans de vie toute blanche ne pouvait lui donner la perception nette de ses propres sentiments. N'ayant jamais brûlé ses ailes, elle ne sentait pas le danger de la flamme.